Comment vous organiser pour intégrer les plantes sauvages dans votre cuisine au quotidien. Je vais vous donner mes trucs et astuces pour organiser vos cueillettes, mais aussi avoir vos plantes à la fois fraîches ou en conserve, mais en tout cas prêtes à être utilisées facilement au quotidien dans votre cuisine. La première chose à faire pour intégrer les plantes sauvages au quotidien, c'est de définir des moments, des créneaux dans votre agenda pour vos cueillettes, de la même manière que vous allez définir des moments pour faire vos courses. Personnellement, je fais une bonne cueillette le week-end quand je fais mes balades en pleine nature. N'hésitez pas à le faire toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Mais ce qui est important, c'est vraiment de commencer à planifier vos cueillettes. Une fois qu'on a intégré ces moments de cueillette dans son agenda, on va réfléchir à quelles plantes cueillir. Alors, il y a des plantes qu'on peut trouver toute l'année, comme par exemple le lierre terrestre ou encore le pissenlit. Et il y a les plantes qui vont vraiment avoir une saison donnée, plus ou moins courte. Par exemple, les fleurs de violette qu'on va trouver au mois de mars, ou encore l'ail des ours qu'on va trouver, on va dire, du mois de mars à fin mai, ou encore les délicieuses fleurs de sureau noir qu'on va trouver autour du mois de juin. Donc, pour ne pas manquer la saison de certaines plantes, rien de tel que d'utiliser le calendrier de cueillette de la formation avec des dizaines de plantes et pour chaque partie à cueillir, la saisonnalité. Comme ça, si vous partez cueillir au mois d'avril, vous avez l'ensemble des plantes que vous pouvez trouver. Et je vous garantis que ça va vous motiver à sortir faire vos cueillettes quand vous verrez par exemple que c'est la saison des fleurs de sureau et que vous pourrez vous faire des magnifiques beignets délicieux. Ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'au début, vous n'ayez pas en tête tous les spots des plantes de saison. Mais l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que vous organisiez des balades dans la nature pour vos cueillettes, que vous variez vos endroits de cueillette, vos balades, vous allez commencer à faire du repérage et donc à trouver des spots. Une fois que vous avez trouvé vos spots, l'idéal c'est de les noter soit sur une application de géolocalisation, soit directement sur une carte. Allez, je vous emmène à ma cueillette de la semaine avec mon petit matériel, c'est-à-dire des sacs, plusieurs parce qu'on va séparer chaque plante, un sac par plante, des petites boîtes pour les choses fragiles, petits fruits, fleurs, etc., un couteau et mon calendrier de cueillette. C'est parti. Je pars toujours aussi avec un bon sac à dos, avec un beau volume, ce qui me permet de tout mettre dedans, comme ça je ne les porte pas et j'ai les mains libres pour danser. C'est parti! Alors pour éviter de déraciner la plante en arrachant, vous pouvez utiliser votre ongle du pouce avec votre index comme ça et hop, couper délicatement la plante. Si vous cueillez vraiment beaucoup régulièrement, moi je vous conseille vraiment de prendre une petite serpette ou un petit couteau qui coupe bien, sinon vous allez abîmer vos doigts à la longue. Alors pour déraciner avec un couteau, on fait le tour, on fait un petit pivot, on tire avec la main gauche délicatement. On laisse toujours la terre sur place, on a envie de faire le moins de travail possible à la maison. Au printemps, on peut utiliser les racines de pissenlit, ses feuilles, ses inflorescences en bouton et ses fleurs, on peut trouver tout en même temps. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai cueilli la totalité. Par contre, je vais séparer les racines recouvertes de terre du reste de la plante et je vais même séparer aussi les fleurs. Voilà, je sépare la racine du reste, mais je coupe quand même un peu en dessous pour que les feuilles restent bien tout attachées entre elles, c'est plus pratique. Et je vais récupérer les fleurs que je vais mettre séparées dans une petite boîte. Ça, c'est ma boîte à fleurs pour les décos. Ensuite, j'ai un sac pour les feuilles et les boutons et un sac pour la racine pleine de terre. Et ce que je fais aussi toujours, c'est laisser les parties abîmées sur place. Là, on a des feuilles pas très jolies. On fait une petite sélection des feuilles pas très jolies. On les enlève, on les laisse sur place. Comme ça, de retour chez soi, tout est consommable. Il y a juste à nettoyer et à manger. Dans l'idéal, quand on fait sa cueillette, je vous rappelle, on prend que ce dont on a besoin, ce qu'on va utiliser pour ne pas gâcher. Et on prend une petite partie de ce qu'il y a pour en laisser la majorité. On parle d'une dizaine de pourcents. Cueillette d'ortie. Pour ne pas se piquer, vous vous rappelez les gants. Mais en prenant par en dessous, on se fait moins piquer. On prend les sommités, les dernières feuilles bien tendres, c'est ce qu'il y a de meilleur. Oh la belle ortie, elle est fraîche, elle est jeune, elle est aromatique, mais elle pique.
Ça y est, j'ai terminé ma cueillette. Ça fait environ 1h30 que je cueille. J'ai, on va dire, quelques catégories de plantes. Je vais commencer par vous parler rapidement de la catégorie des plantes, on va dire de base, douces, on pourrait dire plantes légumes-feuilles, comme par exemple l'ortie, le lamier blanc, qu'on appelle aussi ortie blanche, mais c'est un lamier, la berce commune. On a aussi le brocoli sauvage, le cicimbre officinal et le pissenlit. Alors, le cicimbre officinal et le pissenlit vont avoir une petite amertume qu'il va falloir gérer à la cuisson, mais ça reste quand même des plantes dont on peut utiliser de bonnes quantités comme base. On a ensuite des plantes que je dirais légumes aromatiques, c'est un peu plus puissant en goût, donc peut-être à utiliser en moins grosse quantité, comme par exemple l'entrisque commun, qui est bien puissant, mais aussi le cerfeuil des bois, qui a un goût bien puissant entre le fenouil et la carotte. Et les plantes ensuite qu'on va utiliser comme des plantes aromatiques ou des condiments, on a un ail sauvage, l'ail des vignes, le lierre terrestre, qui appartient à la famille de la menthe. Dans les plantes aromatiques, on a les fleurs aussi, les fleurs de violette qui vont être utilisées pour parfumer des sirops ou des boissons ou des crèmes. Les fleurs de prunellier qui vont avoir un goût d'amande. Attention, quand une plante a un goût d'amande, je vous rappelle, c'est parce qu'il y a de l'acide cyanhydrique, donc c'est avec modération, mais c'est un bon parfum d'amande. On a les cynorrhodons, délicieux, et des plantes, on pourrait dire déco, les fleurs qu'on va mettre en déco d'assiette, qui n'apportent pas forcément de goût, mais qui apportent de la couleur, qui permettent de faire des beaux dressages d'assiettes. En ce moment, au printemps, j'ai encore trouvé quelques cynorrhodons, mais il n'y a pas trop de fruits. Par contre, à partir de l'été puis l'automne, ça peut vraiment représenter une bonne partie de vos cueillettes. Soit d'ailleurs des fruits sucrés, les myrtilles, etc. Soit plus tard dans la saison, l'automne, on peut trouver des fruits secs type châtaigne, gland du chêne, qui peuvent faire de bonnes bases. On trouve aussi dans cette période des oléagineux riches en lipides comme les noix, les noisettes ou encore les faines de hêtre. Gardez bien en tête la diversité de ces catégories de plantes et de parties de plantes pour pouvoir vraiment les utiliser au quotidien et de différentes manières. Maintenant, on va aller en cuisine pour que je vous montre comment je vais utiliser toute cette belle cueillette pour la semaine. Olé, de retour en cuisine pour préparer ces plantes de telle manière à ce qu'elles se conservent bien pendant au moins une semaine. Alors, les fleurs, on évite de les passer à l'eau, donc on va les laisser tout simplement dans leur boîte et on va les mettre au frigo. Comme ça, elles vont pouvoir se conserver quelques jours. Pour les fruits, ici, les cynorrhodons, je vais les garder aussi dans leur boîte au frigo et dès que je vais les utiliser, donc pareil, d'ici quelques jours ou ce soir si je suis motivé, je vais les passer sous un filet d'eau rapidement. L'idée, c'est que ça ne trempe pas trop longtemps. Pour toutes mes parties feuilles, je vais les mettre dans l'évier avec beaucoup d'eau et je vais brasser tout ça bien. Ensuite, je vais les récupérer, égoutter grossièrement, mettre ça séparément de préférence, espèce par espèce dans des torchons que je mettrai ensuite dans des sacs plastiques, dans le bac à légumes, au frigo et vous allez voir, ça va rester frais et bien beau pendant 5-6 jours. Voilà. On peut aussi frotter un petit peu, si jamais il y avait éventuellement des petits œufs de parasites, etc. C'est aussi en frottant de façon mécanique qu'on va pouvoir les décrocher. Ok, donc là on récupère nos feuilles. La terre reste dans le fond de l'évier. Une fois qu'elles sont en hauteur, on les rince encore un petit coup. Hop. On égoutte grossièrement et dans le saladier. Concernant les racines en général, on les fait tremper quelques minutes pour que la terre se détache et puisse s'enlever plus facilement avec une brosse à légumes ensuite. Et on va les mettre également dans un torchon, dans un sac plastique et au frigo. Voilà. Une fois qu'on les a mis bien humides dans le torchon, on va rouler le torchon, mais surtout sans serrer trop fort, sans les écraser, sinon ça les abîme. Là, on peut mettre 2 espèces de plantes différentes par torchon, mais qui vont être séparées. Hop. Ensuite, on met ça dans un sac plastique. Ça permet de garder plus longtemps l'humidité. Et dans le bac à légumes.
Une autre chose que je vous conseille de faire pour vous faciliter la consommation des plantes au quotidien, c'est la conservation. J'utilise 8 techniques de conservation. La congélation, le séchage, la conservation au sel, qui permet aussi de faire des lactofermentations, au sucre, au vinaigre, à l'alcool, mais aussi la stérilisation en bocaux. Il est également possible de mélanger ces conservateurs. On peut utiliser cette technique pour toutes les plantes, mais c'est particulièrement intéressant pour les plantes à forte saisonnalité. J'adore par exemple faire des bocaux stérilisés d'ail des ours que je vais pouvoir utiliser soit dans une omelette, soit avec du riz, soit mélange à d'autres légumes, à la poêle, c'est un délice. J'adore aussi faire sécher par exemple les fruits de berce, les petits akènes là, et au dernier moment, réduire en poudre sur quelque chose ou alors intégrer dans un cake. Hyper puissant ce goût d'agrumes. Et toutes ces petites conservations me permettent d'avoir des plantes sauvages prêtes à l'emploi quand j'en ai envie. Ce que je vous conseille, c'est d'attendre le moins longtemps possible pour faire vos conserves. Dans l'idéal, c'est le jour même, mais le lendemain ou le surlendemain max, pour qu'elles soient au maximum fraîches, les plus nutritives possibles et les plus goûtues possibles. Avec une partie de ma cueillette du jour, je vais faire un beurre à l'ail des vignes, une huile à l'entrisque commun que je vais congeler dans un bac à glaçons et je vais faire également des pickles d'inflorescence en bouton de pissenlit à la façon des capres. Maintenant, passons aux idées de recettes. Dans la formation, vous en avez des dizaines, mais ce que je vous conseille, c'est vraiment de commencer par des recettes qui vont pouvoir être intégrées à des plats que vous avez l'habitude de manger. Si par exemple vous mangez régulièrement des pâtes, peut-être que vous pouvez commencer par nos pestos. Pesto de berce, personnellement j'adore ça. Si vous avez l'habitude de manger des salades, vous pouvez tester notre délicieuse salade de feuilles de tilleul. Pour l'été, vous pouvez tester nos gazpacho, notamment à la berce ou encore à l'égopode. Et si vous êtes bec sucré, n'hésitez pas à goûter la délicieuse crème dessert au lierre terrestre ou encore la panna cotta à la reine des prés. Et n'oubliez pas aussi au début, pour bien vous motiver, de commencer par des recettes que vous aimez cuisiner. Moi par exemple, j'adore les recettes au blender parce que c'est rapide et très bon. Ou encore les recettes à la poêle comme par exemple le légume de pissenlit à la figue. L'intérêt de manger des plantes sauvages, c'est déjà d'avoir des dizaines et des dizaines de nouveaux aliments intégrés dans son alimentation. Des aliments qui vont avoir beaucoup de goût, des goûts souvent très intéressants, donc de se régaler, mais aussi des aliments sauvages riches en nutriments, en moyenne bien plus riches que les légumes cultivés. Ça permet aussi de se faire du bien en explorant la nature, de s'amuser en mode chasse au trésor à chercher les plantes. Il y a aussi un côté sécurisant, rassurant de se dire qu'il y a un garde-manger dans la nature à disposition, bien sûr en restant éthique et en ne prenant pas tout. Et au passage, en allant un peu plus dans la nature et un peu moins au supermarché, on fait des économies. Il n'y a que des bonnes raisons pour vous lancer dans la cueillette et vous préparer des bons plats. Alors régalez-vous. Ciao!